Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, on sort d'un week-end très très important car nous connaissons les finalistes des college playoffs. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on vous sort les petites infos. Et avant les infos, nous avons deux choses à vous dire. Déjà, méga teasing. On vous a dit, on a beaucoup parlé sur nos comptes, sur les réseaux, notamment sur Twitter. Il va se passer quelque chose très prochainement. Et ce très prochainement, eh bien, c'est demain, c'est mardi à 20h. Soyez connectés, ça va sortir sur tous nos réseaux. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une énorme surprise. Nous, on a eu ça nous fait tellement plaisir de pouvoir vous offrir ça. Vous verrez, voilà. On s'y attendait pas non plus. Ouais, on s'y attendait pas non plus, clairement. Donc voilà, soyez tous là demain à 20h. On vous le rappellera de toute manière. Mais vraiment gros truc. Voilà. Deuxième chose, on a créé un compte Instagram, The Trick Play FR sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous follow et à faire tourner à vos amis qui sont fans de foot US ou de NCAA. On met un peu toutes les infos qu'on regorge déjà sur Facebook et sur Twitter. Et puis voilà, on envoie des liens, enfin on fait plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre, bien entendu, et à faire partager à vos amis. Et on démarre tout de suite avec les brèves. Eh bien, la plus grosse info qu'on a eue cette semaine, c'est Tom Herman qui a été viré du côté de Texas. Et oui, malheureusement, c'est terminé pour Herman à Texas. En remplaçant, eh bien, c'est Steve Sarkisian. Et oui, l'offensive coordinateur d'Alabama, ancien offensive coordinateur notamment des Falcons d'Atlanta en NFL, qui va devenir le head coach du côté de Texas. Donc, grosse info. Du côté d'Ole Miss, Lane Kiffin a été prolongé. C'est vrai que sa première saison, en tout cas au niveau de l'attaque de Ole Miss, il y a eu un changement clairement radical. Je pense que Valentin, toi, tu es heureux de cette prolongation de Lane. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Keith Carter a fait du bon boulot avec Lane Kiffin, je pense, sur ce contrat. Donc, je suis très content qu'il reste et qu'il se voit dans l'avenir du côté d'Ole Miss. En autre info, on a Brock Purdy, le quarterback d'Iowa State, qui reste une année supplémentaire du côté des Cyclones. Donc, très bonne nouvelle pour Matt Campbell et son équipe. Il garde Brock Purdy, qui est un très bon leader, on le connaît tous, le quarterback titulaire. En parlant de quarterback titulaire, malheureusement, Derrick King, qui jouait face à Oklahoma State, on vous en parlera tout à l'heure, mardi ou mercredi dernier, j'arrive plus à savoir, mardi je crois, s'est fait les croiser. Malheureusement, alors Derrick King avait déclaré qu'il serait présent une année supplémentaire du côté de Miami. Et il devrait être prêt, normalement, il devrait être prêt pour la reprise l'année prochaine, la saison prochaine. En tout cas, on lui souhaite un très bon établissement. Et on va terminer les brèves. Car il y a, en grosse info, on a eu les plus gros commits qui manquaient du côté des prospects lycéens qui ont déclaré dans quelle équipe ils allaient jouer de l'année prochaine. Et le numéro 1, le meilleur joueur du pays, le defensive end Corey Foreman, qui était pressenti pour aller à USC, il vient de Californie, a bien commit à USC. Voilà, c'est la grosse info et on vous a dit des commits, on vous en parlera dans un autre épisode durant la off-season. Tout de suite, on va démarrer avec les demi-finales des college playoffs. La première demi-finale se jouait samedi à 22h et ça opposait Notre-Dame à Alabama pour le Rose Bowl du côté de Dallas dans le stade des Cowboys. Augustin, je vais te laisser donner les infos du match et puis ce que tu as pensé de la prestation de ton équipe de Notre-Dame. Je propose qu'on fasse d'abord un petit tour, on va dire, d'horizon de ce match. Alors, ce match comptait pour le Rose Bowl. Alors, il n'avait pas lieu à Pasadena en Californie, mais du côté d'Arlington, au stade des Cowboys en NFL. Alabama remporte le match 31-14. Certains comme moi, ils voient une victoire parce que le score ne reflète pas tout ce qu'on nous avait promis, c'est-à-dire qu'on nous avait promis l'enfer, un petit peu un blowout façon BCS, le BCS Game de 2013 où on avait perdu de 40 points. Notre-Dame continue à perdre les gros bowls et les matchs en play-off, mais si c'est pour donner mon avis, je dirais que c'est la moins pire défaite de toutes. Du côté du match, alors dès le départ, l'offense d'Alabama a mis les points sur les i en lançant
en menant 14-0 dès la fin du premier quart avec un Devonta Smith incroyable encore une fois, qui a notamment mis un magnifique touchdown sur une screen pass de Mac Jones. Puis après, c'est le sophomore Bingsley qui a marqué. Avant que Kyren Williams vienne lors du second quart-temps ramener le score à 14-7, mais c'était sans compter sur un drive éclair, encore une fois, de Mac Jones qui a envoyé Devonta Smith dans la end zone. S'en est suivi quelques plays de génie des joueurs d'Alabama, je pense notamment au saut de haie de Najee Harris au-dessus de Nick McLeod, le cornerback de Notre-Dame, qui a beaucoup fait parler et qui restera, on l'a dit sur les réseaux, dans les annales du Rose Bowl et plus globalement des playoffs. Voilà, puis une seconde mi-temps qui n'a pas été au niveau de la première offensivement, puisque Notre-Dame a tenu la balle. Là où Alabama avait besoin de 2 minutes pour faire 80 yards, nous on en passait 10. J'ai envie de vous dire c'était prévu, mais ça a bien montré pourquoi on ne pouvait pas gagner ce match. Et Yann Book est allé marquer un touchdown pour son dernier snap de sa carrière à Notre-Dame, parce qu'en effet il se dirige maintenant vers la NFL et le Senior Bowl du côté de Mobile en Alabama. Donc voilà, défaite de Notre-Dame 31-14, enfin je dirais plutôt victoire d'Alabama 31-14. Le Crimson Tide qui se qualifie pour la finale nationale, c'est la 5e depuis qu'il y a les playoffs à 4 en college football. Pour vous donner quelques stats, Mac Jones c'est 297 yards et 4 touchdowns, dont 3 lancés pour Devonta Smith qui a encore été une fois exceptionnel et qui a l'air d'asseoir... il est trop fort, son règne, mais il est en train de s'assurer le Iceman et ça serait quelque chose d'incroyable parce que le dernier à avoir gagné ce trophée c'était Desmond Howard. Comment dire sur ce match, encore une fois, Mac Jones, alors je sais que maintenant vous êtes beaucoup à vouloir parler de ce prospect parce qu'il risque de partir au premier tour lors de la prochaine draft. Moi je reste sur ma lignée des autres matchs de Jones, c'est-à-dire qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Mais quand tu as 8 secondes pour lancer un ballon, tu ne peux qu'être très très bon, sachant que, comme tu l'as dit, c'est Devonta Smith qui reçoit le ballon. Enfin, voilà, il est très bien entouré. Il a été saqué une fois, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un joueur très poli, au niveau du jeu. Il est fort, mais... il a magnifiquement bien géré son attaque, en fait. C'est ça. Parce que Devonta Smith ou John Mechie n'étaient pas démarqués, chose qui est très rare, d'ailleurs. Tu avais Najee Harris qui se plaçait sur le côté en receveur, il lui filait le ballon, Forrestal et les tight ends c'est ça. Qui faisaient des blocs et voilà, des first down. Il sait faire tourner son attaque. Ouais, il sait faire tourner son malheureusement, malheureusement pour tout le monde, c'est le problème tous les ans, c'est que n'importe quel QB tu mets, il a un running back NFL, un receveur ou deux NFL, une O-line qui sera quasiment en NFL et une défense pour la plupart du temps bonne, voire très bonne. Donc, peu importe, tu mets n'importe qui, tu mets Tua, Mac Jones, McCarron, tu mets qui tu veux, ça marchera. C'est pas possible autrement. C'est que vraiment le mec il est vraiment nul. Et Mac Jones il a quand même un minimum de talent, il est quand même un minimum bon. Et tu le mets avec des gens qui sont extrêmement bons autour, ça le rend très bon. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça avec les quarterbacks d'Alabama. Sans rien pour autant enlever à la performance de Mac Jones qui a été sans être étincelant, mais qui fait les bons choix à chaque fois et ça faut rendre à César ce qui est à César. Mac Jones c'est un super quarterback et il nous a fait payer le prix fort lors de ce match au Rose Bowl. Belle prestation aussi de la défense de Bama, j'ai trouvé. On a eu un bon Christian Barmore qui sera un des meilleurs D-line de la prochaine draft. On voit que Yann Book il n'a pas forcément trouvé vos receveurs. Non, il y a un problème de receveurs chez vous, parce que vos 2 meilleurs receveurs, clairement, vos 4 meilleurs même, c'est 2 tight ends, 2 running backs. Ouais, mais voilà, c'est ça. Quand Yann Book s'est encore servi de Michael Mayer, notre freshman, qui a été, je trouve, incroyable sur ce match, et les receveurs, il lançait pas. La seule fois où il a essayé de lancer le ballon pour Ben Skowronek, le ballon a été intercepté. Je me demande si c'est pas Surtain qui l'a intercepté, ou alors non, je me trompe, ou c'est Joby. Non, c'est Harris. C'est Harris, ok, oui, c'est le linebacker Harris qui a été très bon d'ailleurs. Mais voilà, quoi, c'est.
Je suis pas surpris. On a joué comme on a joué face à Clemson. Après, Yann Book qui sort pas non plus une performance horrible dans le sens où il a suivi en fait le plan de jeu, c'est-à-dire de courir le plus possible, de garder le ballon le plus longtemps. Et malgré cette interception, il a essayé de prendre le moins de risques possible et au final, il termine avec 27 passes complétées sur 39 pour 229 yards et évidemment 0 touchdown. Je le blâmerai pas sur ce match. Voilà, il a fait du handbook et je pense que peut-être au moment où on perdait 14-0, il aurait fallu prendre plus de risques, mais d'un côté, c'était s'exposer au cornerback et au safety d'Alabama, là, dont Malek Kimour, qui a fait encore un gros match. Non, je le blâmerai pas pour ça, mais on va passer ce sujet parce qu'on en parle depuis longtemps. Voilà, pour terminer, super victoire de Bama qui va aller rejoindre Ohio State en finale du championnat national. Robin, Val, un dernier petit mot à ajouter sur ce match ou c'est bon? Moi, globalement, vous avez tout dit. Ce qui m'a beaucoup marqué et que Gus a un peu abordé, mais qu'il est pas rentré en détail, c'est ce qu'il disait un peu, mais quand il dit que Alabama a besoin de 2 minutes et 5 jeux pour faire 90 yards. Là où Notre-Dame a besoin de se battre pour chaque centimètre, c'était vraiment la grosse différence en fait entre vos deux équipes, c'était que on voit qu'il y a une différence de jeu et que sur les plaquages, tout le monde était là à Notre-Dame, tout le monde était là. Enfin, ils mettaient un peu tout leur corps dedans et ça suffisait pas. Et en attaque, pareil. Enfin, tout le monde mettait il jouait corps et âme dans l'attaque, alors qu'Alabama était beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus facile que Notre-Dame. Donc c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais sinon vous avez tout dit, donc voilà. Et je terminerai juste avec une petite stat pour mettre du baume au cœur aux fans des Irish qui nous écoutent et aussi aux miens. C'est la première fois que Bama ne score que, entre parenthèses, 31 points. Je rappelle qu'il mettait 47 points en moyenne depuis le début de la saison. Ça vaut ce que ça vaut, mais on peut trouver en cette stat une petite victoire. Non, mais on entendait quand même pas mal sur cette preview dans le dernier épisode, on entendait pas mal le mot blowout sur ce Bama Notre-Dame. Félicitations à vous, parce que finalement, 31-14, c'est pas forcément un blowout, et bien entendu, face à Bama. On s'oriente désormais vers l'autre demi-finale, qui était le Sugar Bowl du côté de la Nouvelle-Orléans, au Superdome, qui opposait Ohio State, les Buckeyes, face à Clemson. Donc clairement, qu'on va pas parler 200 ans en utilisant d'autres termes, Justin Fields versus Trevor Lawrence. Voilà. Rien à dire, les deux premiers quarterbacks qui vont sortir de la draft, sûrement les deux premiers choix de la draft. Je vais vous dire directement le score. Victoire surprenante. On s'y attendait pas, et surtout à une aussi grosse victoire, ça aurait même pu être pire d'ailleurs. 49-28 d'Ohio State face à Clemson. On a eu un Justin Fields en feu, 28 passes tentées, 22 complétions, 385 yards, 6 touchdowns, une interception, tandis qu'en face, Trevor Lawrence, c'est 33 passes complétées sur 48 tentatives pour 400 yards, donc 15 yards de plus que Fields avec 20 passes tentées de plus, 2 touchdowns, une interception. Du côté du running game, on a eu un Trey Sermon en feu, comme d'habitude. Pour Ohio State, ça reste sur son match de Northwestern la dernière fois. 193 yards, 31 portées, un touchdown. En face, Travis Etienne qui n'a eu que seulement 32 yards pour 10 portées et un touchdown. Au niveau des réceptions, ça a été la fête aussi, comme vous pouviez l'imaginer, pour Ohio State. Chris Olave, 132 yards de touchdown pour 6 réceptions. Il a été magnifique. Jameson Williams, un touchdown. Jeremy Ruckert, le très bon tight end, 55 yards de touchdown. Luke Farrell, l'autre tight end, un touchdown. Et en face, on a eu seulement un doublé de Cornell Powell avec 8 réceptions, 139 yards et 2 touchdowns. Donc, que dire sur ce match, les amis? Je vais vous laisser démarrer. On l'a regardé tous ensemble. On a fait 8 heures de live non-stop au téléphone à commenter tous les matchs. On a vraiment fait un gros boulot ce week-end. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et de cette opposition? Avez-vous surpris par le niveau de Justin Fields et puis celui de Trevor Lawrence finalement, qui est un petit peu en deçà des attentes? En dessous? Alors moi, vu que j'ai pas mal parlé sur Justin Fields tout au long de la saison,
Je dois bien avouer qu'il a fait ce qu'il fallait faire, sortir une grosse prestation face à Clemson. Ça n'enlèvera pas quand même qu'il a eu quand même des errements dans la saison. Il y a quand même eu des petits sauts de concentration, mais là, il faut skier. On est en play-off, c'est les demi. Il sort un match à 6 TD, une inter. En plus, il se prend un choc dans les côtes par Skalski, où on voyait qu'il avait vraiment mal. Il reste sur le terrain. Je me demande s'il n'envoie pas un TD juste derrière en plus. C'est ça. S'il envoie un TD et le mec il sort mais en souffrant juste après avoir envoyé le TD. C'est ça. Franchement. Du coup, vraiment, grosse félicitations à Justin Fields qui a su mener son équipe vers la victoire, notamment avec Chris Olave qui doit gagner quelques places sur son draft stock. Il finit à 6 réceptions, 132 yards et 2 TD. Et je dirais, pour finir avec Ohio, je vais finir avec deux choses. Alors, Jeremy Ruckert, le tight end, qu'on parle pas trop malheureusement, qui finit avec 3 réceptions, 55 yards de TD, que moi j'aime vraiment bien, que je trouve vraiment bon. Il n'est pas très très utilisé, je trouve, par Justin Fields et par surtout les appels de jeu du coach, de l'offensive coordinator. Et par contre, j'aimerais qu'on parle de Sean Wade, donc qui finit meilleur plaqueur de son équipe, mais qui s'est fait, comme dirait Guillaume, boire son âme. Tu partais à une ou deux fois. Outside. C'est ça, c'est qu'en NFL, on verra plus, à mon avis, comme un slot, nickel, box, tout ce que vous voulez, enfin dans le slot en tout cas. Et là, il a été aligné face à Devonta, ça a été une boucherie. Pas Devonta. Ouais, contre Cornell Powell. Ouais, voilà, et c'est pas Devonta justement. Donc qu'est-ce que ça va être contre Devonta? Et même si la défense a réussi quand même à bien bloquer l'attaque de Clemson, en tout cas au niveau du jeu au sol, parce que le jeu aérien quand même, Trevor Lawrence il envoie 400 yards. À mon avis, ça va être très 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 compliqué face à Alabama. Et Sean Wade, on en parle comme un premier tour. À mon avis, là, aux yeux du monde entier, il vient peut-être de perdre un tour ou deux. Après, ça, c'est mon avis. Je sais pas le vôtre, parce que je sais qu'on en a un petit peu parlé quand même. Il perd pas 2 tours, à mon avis. Mais il continue de descendre, en fait. Il continue sur ce qu'il fait depuis le début de saison. Son passage de slot corner à corner extérieur, ça a été une catastrophe. Sauf que quand tu vas dans la NFL et te faire drafter au premier tour, tu es obligé d'être un corner extérieur, qu'on se le dise comme ça. Non, ouais, ça n'a pas été une belle prestation de Wade, mais c'est à l'image de sa saison. Alors là, il jouait face à Clemson, il aurait pu avoir des arguments disant que c'est plus difficile de jouer un tel match, mais c'est à l'image de sa saison, et donc forcément, si on veut parler draft là-dessus, en tout cas, Wade, c'est peut-être pas forcément ça, et j'aimerais pas être un fan de l'équipe qu'il draftera, mais c'est vrai que c'est le genre de match aussi qui doit être référence. Après, à côté de ça, comme tu l'as dit, la défense d'Ohio State, c'est quand même, ça a été XXL, hein, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Justin Hilliard, il continue, comme son match face à Northwestern, il continue d'être excellent. Il y a une interception de Sevin Banks. Ça a été impressionnant, et encore une fois, je pense qu'il y a un moment où ça se relâche dans le 3e et le 4e quart-temps. Ils se prennent 2 touchdowns en gros Ohio State, mais parce qu'ils ont une avance tellement folle, et ils sont dans un match, c'est confortable pour eux, quoi. Et je pense que c'est juste pour ça que Clemson arrive à mettre des touchdowns. Sinon, si ça devait être lock to the match, c'était lock to the match pour Lawrence. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Ouais, je suis d'accord, mais juste en parlant de confortable, la O-line d'Ohio State, ça a été incroyable. Incroyable. Ça a été vraiment quelque chose. Et il manquait Harry Miller sur la O-line. D'ailleurs, il manquait des joueurs du côté d'Ohio State, même Zachary Sauce sur la D-line. Il manquait des gros joueurs aussi du côté d'Ohio State. Les stats du running back Trey Sermon, c'est pas pour rien depuis 2 matchs. C'est parce que tu as une ligne qui lui fait des brèches, c'est incroyable. Très Sermon. Au-delà de ça, au deuxième rideau, etc., quand il a passé, il fait des dingueries. Il est hyper fort sur ces 2 derniers matchs. Il me semble qu'il est à 535 yards, un truc comme ça sur ces 2 derniers matchs. C'est un record sur les 2 matchs. Il a plus de 500 yards, c'est ça. Je crois que c'était le record d'Ohio State.
XXL, hein, il est un peu sorti, enfin je vais pas dire de nulle part parce qu'il était à Oklahoma l'année dernière, il était vraiment beaucoup utilisé par Lincoln Riley, mais cette année on a surtout vu jouer Master Tig, et bon Master Tig n'était pas présent pour ce match, mais Master Tig était présent là, il y a 2 semaines, et Ryan Day a décidé de sortir son chapeau Trey Sermon, et pour le coup c'est un des gros coups de coaching de ces dernières semaines en college football. Sachant que Sermon, maintenant, au début, il était, je sais même pas s'il rentrait dans le top 10 des running, vu qu'il jouait pas des running qui allaient être draftés. Là, il est sûrement dans le top 5. Enfin, à mon avis. Bref, en tout cas, ouais, au niveau du jeu de course aussi, hein, j'ai oublié de le mentionner, mais Trevor Lawrence a un touchdown, il a 10 portées, mais pour moins 8 yards, un peu compliqué pour lui, c'est pour dire à quel point la D-line l'a stoppé. Justin Fields en face, 8 portées, 42 yards, donc qui prouve qu'il a aussi un peu ses jambes, voilà, qui reste un quarterback moderne, hein, qui peut être assez mobile. Mais vous étiez vraiment surpris de cette défaite de Clemson au final, à la fin de la soirée, Ouais. à la fin de la nuit surtout, vous étiez sur le cul ou vous disiez bah finalement c'est logique. Je pense que Clemson n'a pas été aussi dominant cette année qu'ils l'ont pu être par le passé. Je veux dire, la défaite contre Notre-Dame, c'est une équipe, alors que Notre-Dame, on a bien vu contre Alabama, c'est une équipe qui s'est bien défendue, mais c'était pas non plus. Je ne sais pas si on peut dire que c'était une top 4 équipe du pays, parce que peut-être que si Trevor Lawrence avait été là, bon, c'est un autre débat, hein, désolé Gus, hein, mais comment dire, je ne sais pas si on peut dire que Notre-Dame c'était une top 4 équipe du pays, et le fait de perdre contre Notre-Dame une fois, ça a montré qu'ils n'étaient pas imbattables comme les années précédentes. Donc je suis un peu j'étais très surpris même au téléphone. On était là, ça faisait 14-14, 14-14 et ensuite 21-14 et on s'est dit bon bah ça va marquer pléthore de points et ensuite on va avoir le droit ça va jouer dans les dernières minutes, sauf que Ohio State a bien adapté sa défense et donc ils ont totalement shut down Clemson jusqu'au dernier quart-temps, il me semble. C'était hyper compliqué, je pense, pour Clemson, et pas trop de gens s'y attendaient à un blowout de la part d'Ohio State, surtout quand Ohio State C'est ça, non, mais 6 matchs. c'est Au-delà de tu Clemson, parles, tu parles de blowout, on s'attendait tous à ce que ce soit Clemson qui éclate Ohio State. Au final, Clemson a subi plus de points de la part d'Ohio State que Notre-Dame d'Alabama. On pensait tous ici, réécouter la preview, on disait tous Clemson va gagner de plus de 20 points. Et au final, c'est l'inverse. Donc ouais, c'est une grosse surprise, et je me demande quelle est la dernière grosse surprise depuis que les playoffs à 4 existent. Qui a renversé les odds comme ça? Bon bah déjà on est sûr c'est vrai que c'est rare. Oh non. Oui. Je suis désolé Gus en plus parce que tu sais que j'affectionne Notre-Dame, mais c'est juste pour te faire un peu chier. Mais je sais pas, honnêtement, on n'a pas Baptiste avec nous ce soir qui pourrait nous donner un peu l'historique de ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir Clemson se faire autant prendre comparé à Ohio State qui avait pas forcément montré les plus belles choses cette année. Eh bien, très bien, messieurs. Quelque chose à rajouter sur ce match? Tout va bien. On retrouvera donc Alabama qui affrontera Ohio State en finale. Un match qui promet. Et encore une fois, je pense qu'on est très très curieux d'attendre de voir ce que va donner Justin Fields sur un match face à une équipe encore meilleure que Clemson, à mon avis en tout cas. Et avec énormément d'enjeux, voilà, juste avant de partir vers la draft. Tout de suite, maintenant, après vous avoir présenté ces demi-finales, nous allons nous orienter vers le reste des bowls, les plus importants tout du moins. Et donc ça démarrait mardi dernier avec Oklahoma State qui affrontait Miami dans le Cheez-It Bowl. Alors, victoire 37-34 d'Oklahoma State. Certains d'entre vous ont vu le match. Baptiste n'est pas là ce soir, il pourra pas. Alors lui, il était devant. Moi, j'étais pas devant, les gars. Quelqu'un l'a vu ce match ou pas? Ouais, moi j'ai regardé.
j'ai regardé et pour le coup, on va dire que j'ai pris beaucoup de plaisir du simple fait que Oklahoma State a fait un début de match aux antipodes de sa saison, c'est-à-dire à la fin du premier quart-temps, il menait 21-0. Donc on se disait tous, moi j'ai hésité à aller me coucher, on se disait tous, ça va être un blowout, jusqu'à ce que Miami mette 2 touchdowns d'affilée et reviennent à 24-19 à la fin du troisième quart-temps. Et c'est dans le quatrième quart-temps où là il y a vraiment une fin de match, on va dire palpitante, puisque Oklahoma State et Miami se sont échangés les coups. Et au final, les Cowboys ils ont tenu malgré un dernier touchdown de Mike Hurley. Donc voilà, victoire 37 à 34 pour Oklahoma State. Je voudrais juste qu'on parle de la performance d'un receveur de Oklahoma State, puisque je vous rappelle que Tylan Wallace était sur le terrain, mais c'est pas lui qui a attiré toute l'attention. C'est Brennan Presley, un freshman qui vient de Tulsa dans l'Oklahoma, qui a inscrit 3 touchdowns, et ces 3 magnifiques touchdowns où il arrive à casser plusieurs plaquages. Et je pense que lui, c'est un joueur sur qui il va falloir compter durant les années à venir du côté d'Oklahoma State, qui pourrait avoir une petite gueule de bois avec le départ à la draft de Chubb Hubbard et Tylan Wallace. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite, et on sait tous ici que les Bulls ont le mérite parfois de révéler des nouveaux joueurs, et je pense que Baptiste il peut être content de ce receveur, d'autant plus que sa connexion avec Spencer Sanders, qui a lancé 305 yards et 4 touchdowns, était plutôt bonne. Donc voilà, Oklahoma State termine la saison avec une fiche de 8 victoires et 3 défaites, et Miami pareil. Eh bien, très bien. Et donc, dans ce match, la blessure de Derrick King qui s'est fait les croisés. Malheureusement, encore une fois, bon rétablissement à lui. On passe, dans la nuit, il y avait ce Texas-Colorado à l'Alamo Bowl. Texas qui ont remporté ce match 55-23 avec un très très gros Casey Thompson, le quarterback remplaçant, 4 touchdowns, 0 interception. On a eu aussi Sam Ehlinger qui a envoyé un touchdown pour 0 interception. Face, Sam Neuer s'est pris 2 interceptions et n'a marqué aucun touchdown. Jarek Broussard, le running back de Colorado, le bon running back de Colorado, a inscrit 2 touchdowns, mais surtout, le jeu au sol de Texas a été mise en relief. Ça a été magnifique. C'est Bijan Robinson, dont on vous parle souvent, le freshman 5 étoiles, meilleur running back du pays, qui a porté le ballon pour 183 yards et un touchdown. Vous, les amis, vous avez vu un peu ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Texas ? Est-ce que Herman méritait de se faire virer après ça ? Et est-ce que Sarkisian a d'ailleurs les armes maintenant en offense pour faire une belle saison l'année prochaine ? Alors, moi je pense. Vas-y, Guigui. Non, moi juste vite fait, je pense que la décision de virer Herman a été prise bien avant ce match. Et ils attendaient juste la fin de leur saison, en tout cas, pas celle de Sarkisian, pour l'annoncer, pour faire les choses un peu bien quand même. Mais je pense que l'issue de ce match n'aurait en rien pu influer sur la décision ou non de virer Herman. D'autant plus qu'Herman a des très bons bilans en bowl depuis quelques années. Ouais, et pour revenir un peu sur Steve Sarkisian et Tom Herman rapidement, Tom Herman, le gros problème, la grosse qualité qu'il a, c'est que c'est un très bon recruteur. Il arrive à fédérer les joueurs de college football, etc. Et il a toujours des belles classes de part. Texas, c'est Texas. Et lui, en tant que recruteur, c'est un bon recruteur. Sauf que il faut recruter ses talents pour en faire des playmakers. Enfin, c'est bien de beau de recruter des talents, mais il faut les développer pour en faire des playmakers. Et c'est pas son fort. Il n'a pas trop réussi à mettre des joueurs, à faire des top joueurs NCAA à Texas depuis qu'il est là, alors qu'il a quand même quelques belles recrues. Donc, hormis Bijan Robinson, peut-être. Hormis Bijan Robinson, peut-être. Mais clairement, Texas et Osai actuellement aussi, mais qui est pas dans le top. Dans le top NCAA, on va dire, il n'est pas dans le top 30 des joueurs NCAA, peut-être, on ne sait pas, on fera un classement plus tard. Mais voilà, et c'est pour ça que Steve Sarkisian, l'offensive coordinateur de Alabama, il rentre en jeu, c'est que il a cette aura d'être allé à Alabama, il va quand même bien recruter, parce que Alabama, ça recrute toujours bien, et donc il a les bons, les bons arguments, il sait gagner, etc.
Et il sait aussi développer les joueurs en superstars, et c'est ça qui fait que Texas prend ce coordinateur pour être coach offensif, enfin pour être coach, pardon. C'est parce qu'il va savoir développer les talents qu'il récupère à Texas grâce au nom de Texas et grâce à ses qualités aussi intrinsèques en tant que recruteur. Il y a aussi une chose qui a fait que Herman a été viré, c'est le fait que Quinn Ewers, le quarterback, soit parti à Ohio, qu'il soit pas resté, qu'il ait décommis de Texas et qu'il soit parti à Ohio State. On est d'accord. Quinn Ewers, pour ceux qui savent pas, c'est la recrue numéro 1 du lycée au poste de quarterback, et même tout confondu, il me semble, pour l'année prochaine, qui aura, pour 2022, qui est classé 1.000 au composite, il me semble, qui est une note qui est presque du jamais vu. C'est plus que Peyton Manning, par exemple, etc. Donc c'est Trevor Lawrence. Que Trevor Lawrence, pour vous situer un peu. C'est une grosse recrue, un peu un talent générationnel à l'image de Trevor Lawrence, mais encore mieux classé. Donc à voir ce que ça donne. Si jamais vous voulez aller voir des highlights, allez-y, vous en trouvez sur YouTube. C'est le petit blanc à la coupe mulet, enfin le petit chatard à la coupe mulet, un vrai redneck. Ouais, je crois qu'il a joué ce week-end et il fait encore un gros match avec au moins 3 TD, je crois. Les amis, on passe au au Duke's Mayo Bowl, oui, de la mayonnaise. Wake Forest qui affrontait Wisconsin, victoire 42-28 de Wisconsin. Je crois que toi, Gus, tu as regardé ce match un petit peu. Ouais, j'ai regardé de loin parce que moi je dois vous avouer que voir Wisconsin, qui est une fac que pourtant j'aime bien, j'ai vraiment eu du mal. L'intérêt de ce match, c'était de voir l'attaque de Wake Forest qui a super bien tourné, avec notamment Jacquari Robertson, le receveur, qui a attrapé 3 balles dans la end zone avec des catchs à chaque fois incroyables, et ça a vraiment été le moteur de ce match, j'ai envie de dire, celui qui a donné de l'intérêt à un jeu peut-être on va dire trop basé sur la course du côté des deux équipes, j'ai envie de dire. Wisconsin a couru 40 fois avec le ballon. Donc voilà, au final, victoire 42-28 de Wisconsin face à Wake Forest. On disait que ça allait être un match serré. Ce fut un match serré. Mais bon, voilà, la différence de talent a fait parler. Et la O-line était trop forte pour Wake Forest, ce qui a permis à chaque fois au running back ou même à Graham Mertz d'aller inscrire un touchdown à la course. C'est quelque chose que je trouve assez drôle, mais tous les touchdowns, hormis un de Wisconsin, sont des courses de 1 yard. Donc voilà, ça en dit long sur le style de jeu des Badgers. Après, si je peux juste me permettre, tu disais qu'on attendait le gros match et tout. Je pense que si on attendait tous ce match, la principale raison, c'était de savoir si le Gatorade Bass, qui est quand les joueurs renversent le bidon de Gatorade sur le coach, allait être un bidon de maillot, parce qu'ils avaient teasé où il y avait au milieu des bidons de Gatorade, il y avait un bidon, pardon, j'ai du mal, avec justement écrit, comme si c'était un pot de Duke's Mayo. Et donc dans les 2 dernières minutes, pour ceux qui étaient sur Twitter à ce moment-là, on voyait que ça, on parlait plus de aucun match, c'était juste qu'est-ce que ça va être, et on nous a hypé pour de l'eau. C'était juste de l'eau, et donc du coup c'était le grand regret de tout Twitter. Beaucoup de déceptions. La seule grosse déception de ce match. Si les gens pensaient que ça allait être de la maillot, bon, déjà c'est le même spectacle tous les ans, mais c'est parce que lors de UCF BYU, il me semble, non, lors de Tulane Nevada au Famous Idaho Potato Bowl, il y avait des frites dans le gros bac qui ont été renversées sur le coach et le terrain. Donc j'aurais aimé voir de la mayonnaise. Je vous avoue, c'est très college football. On a des délires, je pense que le coach aurait moins aimé, mais le coach de Wisconsin aurait peut-être un peu moins kiffé. Ou alors ce qui aurait été marrant, c'est de voir les joueurs de Nevada arriver avec leurs frites pour prendre la maillot sur le coach. Là, on aurait pu avoir un vrai truc. Ça aurait été drôle. Ça aurait pu faire une petite bagarre générale, hein. Comme tout ça, Mississippi State. Elios. Tu veux qu'on parle de tout ça, Mississippi State? Non, mais si tu veux, parce que alors.
Les amis, on a eu un superbe match du FC qui voyait s'affronter Tulsa à Mississippi State de Lockheed Martin ça tombe bien. First Ball. Voilà. Ça tombe bien. Tiens, Gus, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, ce combat de gladiateurs un peu? Bon, on va commencer par la fin, on parlera du match après. Grosse bagarre générale, il y a eu des high kicks, alors il y a eu des coups bas. Eric Des... Cantona, on serait frères. Ah on ouais, serait mais fiers, encore, pardon. Eric Cantona, c'était droit dans les yeux. Là, moi, j'ai vu des coups de pied, le mec, il regardait C'était même pas. putain. Ouais, Excusez-moi pour l'expression, mais c'était Ouais, c'est c'était ça. vraiment c'était des coups en pute. Je mets d'ailleurs pour le coup de pied, c'est vraiment je mets un chassé et mon premier Et je me réflexe c'est je me barre en courant. Frère, Valentin dira que c'est parce que ce sont les joueurs de Starkville, de Mississippi State, ses rivaux. Sinon, sur le match, il a plu. Juste pour petite info sur ce moment-là là, de la bagarre générale, quand ça démarre, tout ça, au même moment, tu as Mike Leach, le head coach de Mississippi State, qui est dans les gradins avec des fans en train de prendre des selfies, tous sans masque. Non, mais genre, c'est lunaire, quoi, la vidéo. Vous irez voir, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Incroyable ce match. Le type est dans les gradins en train de prendre, tous sans masque, hein, lui, les fans, tout ça en train de prendre des selfies. Et de l'autre côté du terrain, en face des gradins, côté sideline de l'autre côté, il y a une bagarre de rue. Bagarre de rue, voilà, grave. Et puis, au fond, on voit cowboy. Glitch qui continue de prendre ses selfies. Non, non, mais à un moment, vraiment pas de problème, la bagarre. Sincèrement, il faut des sanctions hein, sur ce genre de choses. C'est Oui, pas normal, à tous les niveaux, c'est pas normal. Il y en aura, et je pense qu'on vous les relayera. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle en premier, c'est parce que le match, malgré la victoire de Mississippi State serré 28-26, c'était pas un beau match en raison des conditions météo. Il y avait vraiment beaucoup de vent et de pluie, et tout ce que je peux dire, c'est que c'était pas du tout un match intéressant à voir. Donc voilà. Zaven Collins qui a même pas joué, je crois. Enfin voilà, du côté de Tulsa, il n'y a pas forcément tout le monde. Ouais. Ça s'est joué à la fin parce que Tulsa était revenu à quelques petits points, mais au final Mississippi State a réussi dans la dernière minute à tenir son avance et à pas de faire de turnover. Donc voilà, victoire des Bulldogs au Lockheed Martin Bowl. On a eu aussi un Ball State San Jose State en Overpart Arizona Bowl. Victoire 34-13 de Ball State qui avait battu Buffalo en finale de la MAC. Hein. Énorme surprise. Ouais, belle surprise d'ailleurs. Tandis qu'en finale de la Sun Belt, c'était San Jose State qui avait battu Boise State. Victoire en tout cas 34-13 de Ball State. Donc une belle saison jusqu'à la fin pour les Cardinals. Du côté du Cotton Bowl, et oui, on y vient au Cotton Bowl, c'était un choc. C'était jeudi entre Florida et Oklahoma. Guigui, va falloir qu'on discute. Ah ouais, là on peut discuter. Hein, et de choc, il y a eu que le nom. Hein, ouais. Parce que très clairement, on n'a juste pas été au niveau en fait. Donc on peut invoquer toutes les grandes excuses qu'on veut. Hein, il nous manquait nos playmakers en attaque, on avait nos leaders défensifs, du coup en défense évidemment, qui avaient opt-out. C'est bien beau tout ça, mais maintenant le fait est que, je veux parler crûment, mais on a pris une déculottée. On méritait pas plus que ça, très clairement. On a énormément fait tourner. Si je dis pas de bêtises, on arrive à laisser le match un peu intéressant jusqu'à la mi-temps. Je vais juste vérifier. C'est ça, ouais, à la mi-temps, non, même pas, en vrai, même pas. À la mi-temps, il y a déjà 31-13, donc non, même pas. On a jamais trop existé, voilà, c'est dans le milieu du deuxième quart-temps, on arrive à revenir à 17-13. Et après, on se prend 2 TD avant la mi-temps pour que ça arrive à 31-13. Derrière, on a été nulle part. Trask qui fait un mauvais match, hein, maintenant, enfin, mauvais match, il fait une mauvaise mi-temps, il ajoute la première mi-temps. Ce qui d'ailleurs était prévu. En gros, dans l'idée, on voulait le faire arriver à ses 50 total TD. Ça s'est pas passé au final, parce que encore une fois, comme j'ai dit, il y a les opt-out. Ce qu'il faut aussi, faut se rendre compte que du coup, même sans les opt-out, tu vois, il a joué avec des mecs avec qui il a pas l'automatisme, il a pas l'habitude de jouer avec, donc ça, pour moi, ça joue énormément dans une relation QB-receveur. C'est des heures et des heures de pitch and catch, comme ils appellent, pour créer des automatismes sur lesquels ils n'avaient pas. Et c'est pour ça que, entre guillemets, étonnamment, mais pas étonnamment que ça au final,
Emory Jones et Anthony Richardson, donc QB2 et 3, ont eu plus de réussite que lui, parce que eux, c'est des receveurs avec qui ils ont l'habitude de s'entraîner. En défense, on a fait énormément tourner. Dès le deuxième quart-temps, j'ai vu du true freshman qui a quasiment pas joué de la saison. Donc ça a permis de donner un peu de temps de jeu à un peu de monde. On n'était pas au niveau, tout simplement. Quand t'en prends 55 et que t'en mets que 20. Après, tu vas prendre 55 points contre comment ça s'appelle? Contre Oklahoma. Moi, je suis pas tellement surpris de ça. Ça fait un peu beaucoup, je suis d'accord, mais je suis pas tellement surpris. Oklahoma, ils ont une grosse attaque. Mais c'est de nous qui en mettons que 20 où j'aurais pas mis la moindre pièce là-dessus. Donc voilà, c'est un peu l'image de notre saison, c'est que si on met pas 40 points, on n'est pas dans le match. C'est dommage. Maintenant, il y a déjà eu des changements dans le staff qui ont été faits, notamment le coach safety et le coach corner qui ont été remerciés. Pour moi, c'est un peu soigner une plaie ouverte avec un petit coton et un peu d'eau. Pour moi, il n'est pas là le problème, mais ça, c'est encore un autre problème. Là, en ce moment, c'est la folie des rumeurs avec Dan Mullen au Jets. Donc bon, on va attendre patiemment. On va se consoler avec le basket pour l'instant, on attend le baseball et on va voir ce que ça donne. Là, on a perdu aussi pas mal de recrues, du coup, notamment en DB à cause des départs des coachs, c'était assez logique. Donc ouais, donc on va voir. Mais c'était pas un beau match. Comme je suis une merde, je suis resté jusqu'au bout. À mon avis, on devait être 3 dans le pays de fan des Létards à regarder le match jusqu'au bout. Mais voilà, ça me fait surtout chier qu'on envoie Trask en NFL là-dessus. Mais voilà. Je voulais juste poser une question à un ami à moi qui s'appelle Robin et qui est fan d'Oregon et qui déteste Spencer Rattler. Spencer Rattler a-t-il fait un bon match, Robin? Oui. Il a fait quoi? Il a mis combien de touchdowns? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, déjà, je l'ai trouvé plutôt bon. Il n'y a pas fait de dinguerie exactement. J'ai pas les stats devant les yeux, mais 247 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Ouais, 14 sur 23 la passe. 14 sur 23. Non, il a fait un bon match et c'était clairement le meilleur QB du ball game. Je tape le souvent joueur de la sur course d'Oklahoma, il nous a roulé dessus aussi, donc ça a aidé un peu. C'est ça. Et lui, il a pris quelques first down clés à la course, si je me souviens bien. Le match, on le regardait ensemble. Il a même inscrit un touchdown dans la course d'ailleurs. Voilà. Et j'avais plus ça en tête. Mais justement, on était en appel avec Elio, avec Guigui, avec un peu tout le monde. Et on était vraiment, on parlait de Spencer Rattler et là je disais en off un peu à tout le monde que je devrais rendre à César ce qui est à César sur le match de Rattler et dire qu'il a fait un bon match. À voir pour l'année prochaine, il va falloir montrer encore plus de progression pour voir s'il est dans la course au Heisman. Et je le répète encore une fois. Je dis pas que Rattler est nul, je dis que Rattler ne méritait pas d'être dans la course au Heisman ni dans la discussion dès le début de l'année. Voilà, et c'est tout. On va pas épiloguer dessus. Mais il était très bon sur le match et c'est en grande partie grâce à ça que les Gators ont perdu et les 3 interceptions de Trask, ça n'a pas aidé non plus. Et après, je te cache pas aussi que les 435 yards à la course, ça n'a pas aidé non plus. Très bien, je te remercie. Ouais, je voulais juste dire un truc sur Rattler, vite fait. Moi, je suis un des seuls un peu à le défendre dans le podcast parce que je l'aime bien et que même si je l'aime moins depuis jeudi et quand il a taunté les Gators, ça c'est normal. Mais moi, j'ai trouvé une vraie progression cette année sur Rattler. Genre, c'est ce que je disais, je sais plus, il y a quelques semaines, je sais plus avant quel match. Vrai. Et il fait énormément moins d'erreurs, il cherche beaucoup moins avec le héros du match à chaque instant. Il commence à jouer comme un QB NCAA et plus comme un QB high school en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il cherche plus. S'il doit prendre 6 yards, il prendra 6 yards. Il va pas forcer des tracés, des lancer n'importe comment. Et je trouve que c'est une belle preuve de progression et même de maturité, tu vois. Enfin, maturité en tout cas dans son jeu. Oh ouais, non, c'est vrai. Et puis même, il a l'air un peu plus calme, on va dire, un peu moins stressé, un peu gueulé à droite à gauche. Ouais, complètement. Je vais juste terminer là-dessus. Moi, personnellement, sur Kyle Trask, alors il fait 3 interceptions. Il y en a une, comme expliqué, qui n'est pas vraiment de sa faute. Il y en a 2 qui sont complètement de sa faute.
Ouais, clairement. Notamment la première qui a un pick six, elle est pas. Et celle qu'il a failli faire aussi en rentrant de la mi-temps, juste après la mi-temps. Mais juste pour les personnes sceptiques qui disent que Trask n'est pas, pour la NFL, n'est pas assez mobile, je ne sais pas quoi, j'ai juste envie de leur poser la question. Drew Brees, Philip Rivers, Tom Brady, enfin, vous les voyez courir ces quarterbacks? Parce qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes ces équipes, elles se retrouvent en playoff. Ben Roethlisberger, même Rodgers, Après, qui c'est a la- des kilomètres. Non, mais les gens après, qui je disent peux ça comprendre. sont. Non, mais mais je peux- attends, je peux- les gens je qui peux disent ça sont comprendre. fans de Lawrence qui a aucune mobilité dans la poche. Le nombre de fois on l'a vu faire un pas en arrière, poser ses deux jambes pour lancer et failli se faire intercepter. D'ailleurs, Lawrence fait bien pire au niveau de la mobilité dans la poche. Donc quand mais ça le problème, paraîtra c'est sur que ça, mais le problème, c'est que maintenant, en fait, Lawrence, il devient un QB mobile dans le sens où il devient un peu une menace avec ses jambes. Et c'est ce que les gens aiment en ce moment, tu vois. C'est la mode avec les Mahomes, avec les mecs un peu comme ça, Sincèrement, la avec les différence. Wilson, qui sont des passeurs avant tout, mais qui peuvent faire des actions, qui peuvent prendre un first down sur 10 yards avec leurs jambes. Trask, puis- c'est pas ça. C'est un mec qui est dans la poche, et j'en avais parlé avec toi, Elio, et avec Cyprien sur Twitter, et Paco aussi. Le problème avec Trask, c'est que pour moi, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est le mec, pour moi, c'est le mec le plus calme dans la poche de cette cuvée de draft. C'est le mec, elle a pression, même au bar, c'est pas un problème pour lui. Mais du coup, ce qui fait que des fois, il reste un peu trop mobile. Il a un peu trop, entre guillemets, pas peur. Et du coup, on a un peu cette impression d'avoir d'un mec avec les pieds un peu dans le béton. Et ça, pour moi, c'est un truc sur lequel il doit travailler. Évidemment, il Bien n'arrive sûr. pas en NFL un QB parfait. Le mec, dès maintenant, c'est Drew Brees ou Tom Brady. Absolument pas. Mais voilà, après, dites-moi quel QB n'a rien à bosser, tu vois. Non, mais oui, bien sûr, ça totalement. Mais le dénominateur commun avec tous ces quarterbacks que j'ai cités, entre autres, c'est qu'ils ont peu de pression dans la poche. Ils se sentent pas sous pression dans la poche. C'est ce qui revient sur Trask. C'est exactement ce qui revient sur Trask. Alors qu'on voit d'autres QB qui passent leur temps à essayer de sortir de la poche, à courir, à machin, et qui sont en panique et qui lancent qui tuent des tourterelles dans les airs, quoi. Voilà. Ball suivant, l'AutoZone Liberty Bowl. Désolé, j'ai un peu bugué. West Virginia qui affrontait Army. Victoire 24-21 de West Virginia. Et notamment du côté d'Army, on a Tyler qui a couru pour 3 touchdowns. Voilà pour la petite info. Ensuite, on a ce Georgia-Cincinnati. Alors là, oulala, ça va être. Alors, C'était un super match. Hein. Alors, c'était le Peach Bowl. Ouais, du côté d'Atlanta, d'ailleurs, au Mercedes-Benz Stadium. Bref, je suis le stade des Falcons. Non, Benz. Victoire 24-21 de Georgia. Je vous laisse raconter ce match parce que ça a fait pas mal jaser, j'ai cru comprendre. Non, ça c'est Guillaume qui a fait jaser. Avant, je pense que Guillaume, il en parlera à la fin. Je pense qu'il faut d'abord qu'on explique ce qui s'est passé durant le match. Ouais. If I speak, I'm in big trouble. Bah, c'est pour ça que je vais te bloquer là. Je vais te mettre en silencieux. Vas-y, mute-moi. Non, mais bref. On a eu un super match entre Georgia et Cincinnati. Georgia qui a gagné dans les dernières secondes du match avec un field goal de Jack Podsney. Les Polonais, ils ont des noms compliqués. Qui a été inscrit 3 secondes avant la fin du chrono, donc voilà, qui a emmené le score à 22-21. Puis il y a un safety qui a été marqué dans la foulée pour le dernier jeu du match. Enfin voilà quoi. Georgia gagne 24-21. Je dois avouer qu'on doit être pas mal déçu de cette performance. Je dirais pas des Bearcats, mais plutôt de cette victoire de Georgia, parce que les Bearcats ont tenu le match jusqu'à la fin. Et ils pourront se mordre les doigts après un field goal et un extra point loupé par leurs kickers, hein, les kickers en college football, vous connaissez, parce que Cincinnati a fait un vrai match de football. Desmond Ridder, il a pas un gros bras, mais c'est un putain de playmaker. Il peut pas faire la passe, ok, il recule de 15 yards, il arrive à réavancer, il envoie le ballon pour Alec Pierce, à chaque fois, ça fait touchdown. Il a fait la même avec Josh Wild, c'était 2 super touchdowns. La défense de Cincinnati, elle a été incroyable, je trouve. Ils ont vraiment réussi à sortir des gros plays au moment opportun à chaque fois.
Il y a aussi une course de Jérôme Ford, le transfuge d'Alabama de 79 yards qui l'a emmené au touchdown. Donc voilà, Cincinnati menait 21-10 à la fin du troisième quart-temps avant que Georgia mette un 14-0 dans le quatrième. Et je pense que ça va être notre sentiment à tous ici, sauf à toi Guillaume L'Hérétique, c'est qu'on a un sentiment de, je dirais pas de gâchis, mais de frustration immense avec cette défaite de Cincinnati. Qui méritait de gagner ce match, je le dis, la meilleure équipe a perdu ce match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, au-delà de cette défaite, Cincinnati a marqué beaucoup de points, je pense, dans la tête des observateurs et des fans de college football qui avaient, comme Guillaume, ce réflexe de dire tiens, si ça jouait face à des grosses équipes, qu'est-ce que ça ferait Cincinnati ? Ça perd que de 3 points face à Georgia sur un field goal de 53 yards à la toute fin du match. Alors, juste, je vais essayer de dire 2 mots aussi. J'ai été insupportable sur Twitter, je le sais. C'était fait exprès pour. D'ailleurs, de base, c'était juste pour emmerder Paco. Après, je me suis pris les foudres d'un bon paquet de gens. Mais ouais, juste à ce niveau-là, soyez s'il vous plaît un petit peu second degré sur Twitter. Je sais qu'on pour ceux qui écoutent le podcast, vous connaissez nos caractères, on est très charriés, second degré. Essayez aussi de l'être un peu sur certains de nos tweets, parce que c'est vrai que c'est mal interprété de temps en temps, pour les gens qui ne nous connaissent pas en règle générale. Vraiment, c'est du second degré, quoi. C'est juste pour se charrier, pour se taquiner, mais derrière, il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune condescendance, il n'y a rien. Voilà. C'est ça, et j'aimerais quand même vous rappeler que, en fait, avec toute cette histoire-là, il y a certaines personnes qui ont quasiment réussi à me faire passer pour un fan de Georgia. Les gars, moi j'aurais préféré que Cincinnati gagne, hein. Attention. Maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure, moi le seul problème que j'ai avec Cincinnati, c'est que leur défense, pas de souci, c'est une top défense dans le college football. Leur attaque, moi, elle ne m'a jamais convaincu. Desmond Ridder, c'est un bon quarterback. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est un bon quarterback. Je suis pas non plus convaincu du garçon. Maintenant, c'est comment dire sans me faire insulter derrière. Georgia, on a passé l'année à dire qu'ils étaient corrects, voire moyens. C'est, on va dire, la 4 ou 5e meilleure équipe de SEC. En fait, pour moi, Cincinnati doit gagner ce match. Mais c'est pas une dinguerie, en fait, s'il gagne ce match. Il gagne un match contre une équipe, pour moi en tout cas, même si ils finissent à 8-2, pour une équipe correcte de SEC. Cette année, pour moi, Georgia est une équipe correcte de SEC. Et c'est pas une signature win comme s'ils font le même match contre Texas A&M, j'ai un discours totalement différent. C'est là que je suis pas d'accord avec toi, parce que certes, tu peux attribuer une mauvaise saison à Georgia, mais Georgia reste quand même une référence depuis ces dernières années du football universitaire. Et je te rappelle qu'ils ont eu 8 5 étoiles sur la classe de 2018. Hein. Donc la plupart de ces joueurs étaient sur le terrain, mis à part quelques-uns. Oui, c'est toujours le même problème avec Georgia. C'est pour recruter, il y a du monde, mais pour développer, il n'y a personne. Non, moi, je suis d'accord. Mais ce match, il a prouvé que Cincinnati, ok, on n'a pas des stars, on n'a pas des super joueurs en sortie de lycée, mais on arrive à créer quelque chose, on arrive à créer une osmose et on arrive à titiller des équipes qui jouent le titre, on va dire, en college football. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Cincinnati est l'opposé de Georgia. C'est Georgia, ils ont des stars, ils en font rien. Cincinnati, ils ont des joueurs qui ne sont pas grand monde de base et ils en font des gros joueurs, voire des stars. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, quand t'es une équipe qui prétend ou où il y a une propagande telle pour aller en play-off, quand t'as un gros match, tu peux pas le perdre comme ça en fait. C'est parce que tu sais, moi j'ai mon réflexe tout con de mec un peu bête. C'est si ils vont en play-off là et qu'ils tapent Bama, ça se passe comment en fait? S'ils sortent Notre-Dame, parce que là ils en prennent 800, ils en mettent 4 des points, et c'est 2 safety. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que pour moi, à l'heure actuelle, Cincinnati est à sa place, c'est-à-dire une équipe dans le top 10 du pays, il n'y a aucun souci. Maintenant, les mettre dans le top 5 ou plus haut, c'est encore trop tôt. Ils
ils n'ont pas les joueurs en termes de talent brut. C'est en continuant à faire des saisons comme ça, forcément, ça va attirer de plus en plus de joueurs. Je dis pas que ça va attirer du 5 étoiles à tour de bras, mais ça va attirer du 4 étoiles, du haut 4 étoiles, comme ça on a attiré peu avant. Et tu construis pas une équipe en 3 saisons, tu vois. Même si même moi, j'étais le premier sur ma propagande Coastal Carolina en playoff, j'y pensais, enfin, c'était une blague. C'était plus ils étaient, mieux j'étais content. Maintenant, en playoff, ils ont pas leur place, tu vois. Quand tu vois les 4 équipes qui y sont, enfin, je suis désolé, tu mets Cincinnati face à Notre-Dame, je mets la pièce sur Notre-Dame, tu vois. Et sans spoiler, on a vu ce qu'a donné Notre-Dame face à Bama. Donc voilà, c'était juste ça, je voulais juste remettre ça au clair. Pour moi, Cincinnati est à sa place. C'est une équipe top 10 du pays. Je rappelle qu'il y a 130 équipes en première div. Donc quand t'es top 10, c'est un truc de ouf. T'es dans le top 10%, hein. Encore moins, top 7-8% du pays. Donc c'est excellent. Pour une équipe comme Cincinnati, qui recrute comme Cincinnati, c'est excellent. Maintenant, il faut juste, en tout cas, mon point de vue, juste pas sauter les étapes. Ils n'ont pas leur place en playoff, ils ont leur place dans le top 10. Voilà. Et il faudra confirmer l'année prochaine, vu qu'ils seront, je l'espère, classés plus haut et que Demon Rider reviendra faire sa saison senior sur le campus dans l'Ohio. Merci à vous, Augustin. Et prenez les choses avec de l'humour, les gars. Ouais, vraiment, c'est important. Et C'est si Twitter, vous pensez que je vais c'est pas trop du loin, sérieux. Hein. On n'est c'est pas ça, sur si des vous lignes pensez que je vais éditoriales, trop loin, les gars, vraiment. Et c'est Didier Roustan qui dit ça. Merci Guigui Balayette et Augustin Chacal en tout cas pour ce match Cincinnati donc qui a été défait par Georgia. Du côté du Citrus Bowl, Auburn affrontait Northwestern à Orlando. Oui, c'était à Orlando. J'ai regardé ce match, j'ai été puni par le podcast. J'ai dû me taper ce match au lieu du Cincinnati-Georgia. Peyton Ramsey, 3 touchdowns, 0 interception pour Northwestern. Bonix, 1 touchdown, 0 interception. Victoire de Northwestern 35-19. Sincèrement, alors Ramsey qui se réveille sur la deuxième mi-temps, littéralement, hein, il y avait 14-6 à la mi-temps, c'était une purge. Mais si, je le dis, Ramsey qui a fait aussi un touchdown à la course, mais si Northwestern avait encore un meilleur quarterback, ils enfonçaient Auburn en face Bonix, c'est juste pas possible. Je vais pas passer un long moment sur ce match. Voilà, Seth Williams qui sera à la draft, un gros receveur, 5 réceptions, 72 yards pour Auburn. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a assisté à une très belle prestation de Northwestern. D'ailleurs, Pat Fitzgerald, ça se dirait, c'est une rumeur, mais il se dirait que Pat Fitzgerald, après 16 saisons du côté de Northwestern, serait ouvert à aller en NFL la saison prochaine, donc on verra. Mais très bonne victoire, et puis Auburn, je suis désolé, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, et on comprend bien le départ de Gus Malzahn. Et ça va partir sur le portail des transferts, je pense. Là, préparez-vous aux vagues de départ à Auburn. Ouais. Vague de départ, des commits aussi, il va se passer des choses. Oregon qui affrontait Iowa State au PlayStation Fiesta Bowl, il faut bien dire PlayStation car tous les joueurs ont aussi des PlayStation 5 du coup. Comment s'est passé ton match, mon Rob ? Merde, putain, désolé, j'étais en mute. Désolé, Gus. Il a fait une Didi, poula. Alors, merci Elio, ça s'est passé. Le match est terminé. On perd 34-17 donc dans le PlayStation Fiesta Bowl contre Iowa State. 34-17, c'est mérité sur le match. On fait 5 turnovers. Si vous avez vu la vidéo sur Twitter, vous avez bien vu que on prend un kick. Enfin, l'équipe adverse récupère le kick-off. Donc, c'est pas comme les punts. Les punts, si on fait un fair catch et qu'on ne récupère pas, tant pis. Sauf que les punts, on est obligé de la réceptionner. Les kick-off, on est obligé de les réceptionner. Sauf que ça n'a pas été le cas. On ne l'a pas réceptionné. Donc voilà, possession Iowa State. Autre fait special team, il y a un punt et le receveur rate la balle et le casque, la balle touche le casque et donc retombe. Ensuite, on a une interception de Tyler Shogg, le QB qui a partagé les snaps avec Anthony Brown. On a un fumble de Travis Dye, pardon. Et on a aussi un fumble de Michael Wright, de Anthony Brown, le QB à la course. Bon là, c'est un fumble qui n'aurait pas dû être fumble puisque le joueur c'était notre QB qui est entouré de 4 gars et qui avance pas et les arbitres auraient dû siffler avant, mais ils n'ont pas sifflé.
Mais c'est pas les arbitres qui nous font perdre le match, honnêtement. On perd le match nous-mêmes, on se tire des balles dans le pied. En début de match, on était vraiment on se rendait coup pour coup à la défense d'Iowa State. C'était du 7-7, 14-14. Sauf que eux, ils prenaient des drives de 7-10 minutes et nous, on prenait des drives de 2 minutes. Donc voilà, c'est un gros souci. Le temps de possession, il faut que je trouve la statistique. Voilà, je l'ai. Je crois que c'était 30 minutes. Ouais. 42 Vas-y. minutes 48 secondes de possession pour Iowa State et 17 minutes. C'est impensable de gagner avec 5 turnovers, 42 minutes de possession. C'est impensable de penser gagner le match, en n'ayant ni la possession, en ayant 5 turnovers de moins. Ça fait beaucoup là, non? On limite Breece Hall à seulement 136 yards. Quand je dis seulement, c'est que ça aurait pu être pire, surtout en connaissant Breece Hall et en connaissant notre défense contre la course. Il a fait 34 portées pour 136 yards. La physicalité de Iowa State et leurs deux tight ends, ils étaient c'était imbloquable devant. On perce Isaac Slane Mataotia sur targeting qui est totalement justifié, hein, mais c'est un de nos leaders en défense, donc ça nous aide pas non plus. Voilà, c'est un match où il y a pas beaucoup de positifs à part les premiers drives d'Anthony Brown. Et on voit Troy Dye en positif aussi. Sinon, encore une fois, le freshman Noah Swell qui fait un bon match et Kevin Thibodeau qui fait pas de ça, il va pas mettre une pression énorme sur le QB, mais il va quand même faire son travail en couverture de course. Donc voilà, c'est quelque chose c'est un match qu'il faut prendre en compte pour apprendre. On sait que on est l'équipe avec la plus jeune en college football, sachant que aussi sur la ligne, on est l'équipe la plus jeune parce que l'année dernière, pour terminer la saison, on avait une équipe avec 228 titularisations sur la ligne cumulées. Et cumulé cette année sur la ligne, on n'a qu'un seul start, en début de saison, on n'a qu'un seul gars qui a joué titulaire et c'était un match titulaire pour remplacer sur la ligne en 2018, il me semble. Donc voilà, c'était assez compliqué. On a une équipe pas mal jeune avec beaucoup de joueurs qui ont besoin de progresser, surtout mentalement parlant. Et je voulais te poser une question, Robin, justement par rapport à ça. Tu penses quoi d'Anthony Brown? Est-ce que tu penses qu'il peut bousculer la hiérarchie parce que bon, il lance pas aussi bien le ballon que Tyler Shough, mais moi j'ai regardé un peu le début de ton match et notamment une de ses courses où il y a un de vos joueurs qui fait un de ses blocs et Anthony Brown il part d'un coup, il met une accélération, un truc de malade, hein, à la Shaqiri. Ouais. Non. On est d'accord. Anthony Brown. Ouais, c'est de la comparaison. Anthony Brown, il était. Moi, je pense qu'il aurait dû être titulaire dans certains matchs. Surtout quand Tyler Shough n'était pas forcément bon. Il y a un moment où Tyler Shough il lance 3 interceptions et Anthony Brown ne va pas sur le terrain. Bon, ça, c'est des choses qui ont été un peu plus compliquées au niveau des coaching staff, mais ils ont fait le choix de ne pas mettre Anthony Brown. Anthony Brown, c'est un transfert de Boston College, ça fait 3 ou 4 ans qu'il était starter, qui transfère cette année. À voir s'il continue à sa dernière saison, puisque sachant que c'est une saison gratuite, peut-être qu'il peut revenir pour une dernière saison à Oregon. Et on va aussi avoir la compétition avec Ty Thompson, le QB, un top QB du pays en recrue lycéenne, qui a un 5 étoiles, qui a un rare QB 5 étoiles qui vont être à Oregon. On va avoir cette compétition-là cet été. Moi, je pense que c'est Ty Thompson qui va remporter le poste, parce qu'Anthony Brown, c'est pas le futur d'Oregon, c'est un grade transfert qui est pas forcément le futur. Et on sait qu'à Oregon, on aime bien mettre des freshmen talentueux dès les premiers matchs. On pense à Marcus Mariota qui a starté sa saison freshman, Justin Herbert qui a starté aussi sa saison freshman. Potentiellement, la Ty Thompson, ça serait dans la même lignée. Je l'ai trouvé bon, Ty Thompson, Anthony Brown, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire ça. Il va falloir savoir ce qu'il fait l'année prochaine. Ce sera intéressant de voir cette QB battle, comme on dit, ce combat pour savoir qui sera le QB cet été. Donc voilà, pour terminer le match en une phrase, c'était un match décevant, mais on a plein de choses à corriger. Et si on a sans quelques actions, erreurs de notre côté, erreurs mentales, on serait dans le match. Donc voilà. Du positif quand même malgré le négatif. Ouais, vas-y, Elio. Bon, et puis on dit après cette victoire qui rempile pour une saison
Désolé Rob. En tout cas, vous avez T'inquiète. tout de même gagné la Pac-12 et ça, c'est le principal. USC France nous Le en dira pas futur est tant. radieux. Le futur est radieux à Oregon. C'est le principal. Du côté de l'Outback Bowl, on avait ce match Ole Miss face à Indiana. Victoire 26-20 d'Ole Miss. Valentin, il était sympa ce match. Ouais, plutôt pas mal. Première participation à un bowl pour nous depuis 2015, depuis la victoire contre notre cher Baptiste contre Oklahoma State, bien sûr. Oulala, Du coup- oulala. Bah, il est pas là, donc je peux me lâcher, tu vois. Bon, sinon, à part ça, donc on joue contre le numéro 11 du pays, hein, Indiana, qui est sans Penix. C'est Jack Tuttle qui a le start au poste de QB. Il a été décent, mais on voit que c'est peut-être pas du même niveau. En tout cas, il n'apporte pas les mêmes menaces que Penix. Au niveau de la physionomie du match, on a plutôt bien contrôlé le match jusqu'au 4e quart-temps. Si je me rappelle bien, je crois qu'en 3 quarts-temps, Indiana ne marque 6 points. Ils marquent 2 field goals, ouais, c'est ça. Et ils marquent 2 TD au 4e. Alors, moi, ce qui m'a un peu étonné de la part d'Indiana, c'est qu'ils ont un très bon running back avec Stevie Scott. Et franchement, jusqu'au 3e quart-temps, il a dû toucher, je sais pas, même pas 6-7 ballons. Vraiment pas plus de 6-7 ballons. Et ils ont décidé de le faire courir à la fin, ce qui est assez bizarre en sachant que notre défense contre la course est assez catastrophique, a été catastrophique pendant toute la saison. Et il finit à 99 yards. Donc j'ai pas les stats de combien il nous a mis dans le 4e quart-temps, mais ça a dû être quelque chose comme 50 yards. Donc je remercie le coaching staff d'Indiana d'avoir fait cette grossière erreur. C'est tant mieux pour nous. Et du coup, de notre côté, Matt Corral qui finit à 30-44, 342 yards de TD. Il a failli se faire intercepter dès le début du match. Moi, je lui dis, putain, frérot, recommence pas, s'il te plaît. Me faire pas comme LSU et Arkansas. Ça va, il était bien plus calme dans la poche. Il était un peu moins excité. Donc, ça s'est mieux passé pour lui. Bon, alors, juste le truc un peu de ce match, la chose importante, c'est John Rhys Plumlee, qui a été utilisé en tant que slot receiver et qui finit à 5 réceptions pour 73 yards. Il a eu une première tentative en tant que running back, sur une play action, il va pour réceptionner une balle, il est tout seul, on peut gagner le first down, et il drop la balle, mais d'une façon affreuse. On voit que le mec, il a jamais réceptionné une balle de sa vie, on dit bon, vas-y, laisse tomber. Ils ont essayé une fois, ils vont le mettre en tant que running back, là où pour moi, ses qualités physiques s'expriment mieux. Bon, c'est pas grave. C'est là sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il revient, il nous fait des catchs, mais de fou malade. Alors, je sais pas si l'année prochaine, on pourra le voir en tant que slot receiver, parce que quand même, on a un jeu très, très orienté par la passe avec Lane Kiffin et Jeff Lebby, pardon. Et on a beaucoup de receveurs notés 3 à 4 étoiles, mais qui sont vraiment honnêtement pas très bons. Dontario Drummond, il finit avec 110 yards, un TD, mais je crois sur ses 6 catchs, il y en a 2, il est à 2 doigts de les faire tomber, alors qu'il les a bien dans les mains. Donc c'est peut-être une chose à avoir dans le slot, en sachant que Elijah Moore part. Après, on a Kazé Kelly, le freshman tight end, le frère de Chad Kelly, ancien quarterback, qui finit à 49 yards et 1 TD, qui pour moi est pas le MVP de la finale, parce que je mettrais ça plutôt pour Matt Corral, mais qui est le deuxième meilleur joueur de ce bowl, pas de cette finale, pardon. Et il se peut qu'on ait trouvé notre tight end pour les prochaines saisons, avec le départ de Kenny Yeboah pour la draft. On avait un tight end 4 étoiles aussi, Jordan Thomas, qui a été grièvement blessé et qui avait rejoué quelques snaps là, en fin de saison sur LSU. Je crois qu'il a joué un snap hier. Enfin bon, donc une très bonne nouvelle de notre part, enfin pour nous. Et je dirais un gros... Alors, j'essaie de le faire d'une façon polie. La NCAA, je ne vous aime pas. Et je vous emmerde fort. Vous êtes des vilains. Vous êtes des vilains, vous méritez la fessée. Parce que vous nous avez privé d'Otis Reese, le safety transfuge de Georgia pendant... Enfin, jusqu'à quand? C'était le match avant LSU. Il a repris, je sais plus c'est contre qui on a joué juste avant LSU. Enfin, en gros, il a joué les 3 derniers matchs de la saison. Et il nous sort encore une prestation XXL avec une interception. Il finit 3e meilleur plaqueur de l'équipe. Enfin, il a été vraiment sur les 3e tentatives ultra présent. Il a vraiment fait mal à cette attaque d'Indiana. Et ça me fait chier que pour certaines personnes,
Pour certains joueurs venant de certaines équipes, on leur donne tous les passes droits possibles pour jouer directement en début de saison, mais que par contre, nous, non, Otis, tu vas tirer le banc jusqu'aux 2 derniers matchs de la saison. Donc ça me fait chier, mais au moins il pourra revenir pour sa saison senior l'année prochaine, ce qui annonce vraiment du très bon pour nous au niveau du backfield. Et je dirais qu'à notre cher kicker, NCAA kicker, vous connaissez, t'as été très vivant toi aussi. Luke Logan a son habitude à choke, c'est-à-dire qu'on est à 20-20, on marque le TD et bien sûr il ne passe pas l'XP, donc l'extra point. Il a raté 2 field goals aussi. Bon, c'était un peu plus compliqué. Ils étaient à plus de 50 yards. Il y avait du vent. Bon, là, on peut pas trop lui en vouloir. Mais Luke Logan, merci quoi. Merci pour ces 4 ans. Au revoir. Il nous faut quelqu'un d'autre. C'est bon. J'en peux plus de lui. Ça a beaucoup jasé. Attention, le chien de Valentin va te manger. Bah, je le vois. À mon avis, il va falloir qu'il court le bonhomme. Bref, sinon, Njena, du coup, qui a la balle pour gagner. Qui a le drive pour gagner, et Cedric Johnson, le linebacker freshman, sort un sac pour stopper Tuttle, et derrière il se fait presque saquer et lance une balle qui tombe 2 mètres devant lui. Donc un gros big up à notre D-line qui a fait un très très gros boulot sur le dernier drive, et un petit bien joué aussi à Mac Brown, notre punter, qui finit à 48 yards de moyenne et qui se peut va finir dans une équipe NFL l'année prochaine. Parce qu'il a fait vraiment une très bonne saison à son poste, et il se peut qu'il fasse des essais dans certaines équipes, parce qu'il a vraiment pas été mauvais. Voilà. Val, j'avais une petite question. Parce que j'ai vu aussi que votre running de Snoop Connor a fait un gros match. Connor. Gianilli, il avait opt-out? Non, il s'était blessé à la cheville la semaine dernière contre les Sioux, et du coup, Snoop Connor, il a que 6 portées, parce qu'on a donné la balle à Henry Parrish Junior. Ouais, j'ai vu, c'est votre freshman ça. Ouais, c'est ça. Donc aussi l'avenir est assuré du côté des running backs. Mais Snoop Connor, qui est tellement sous-coté parce qu'on lui donne les 3e et 1, les 3e et 2, etc. Mais il est vraiment, vraiment fort. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse un peu comme un Lamical Perrine, qui se retrouve dans une équipe un peu peut-être en galère de running back, et qu'il arrive à sortir un peu son épingle du jeu. Donc c'est un mec, s'il arrive au 7e tour, 6e tour, ou un drafted free agent, ne vous étonnez pas si vous voyez performer en NFL. Très bien, interception de Sam Darnold à l'instant. En tout cas, félicitations à vous, Val, pour cet Outback Bowl. On avait le Tech Slayer Gator Bowl qui voyait s'affronter NC State à Kentucky. Victoire 23-21 de Quel Kentucky. Tu peux passer. Si t'avais un mot quand même à dire. Un mot, s'il te plaît. Un mot. Juste, Chris Rodriguez, c'est un bon running back, mais ça s'arrête là. Leur quarterback, c'est pas possible. Genre, j'avais des espoirs en début d'année, mais là, c'est mort. En plus, toi, tu nous l'as vendu un peu ce match. Bah ouais, il faisait des bons matchs. Enfin, des bons matchs. Il y avait du positif, mais là, c'est pas possible. Il faut passer à autre chose, parce que Kentucky, ça va être la pire équipe de sec à avoir joué. Et on a terminé, pour nous en tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast, ce matin, on a terminé Texas A&M face à North Carolina, qui s'est joué donc jusqu'à l'aube, à l'Orange Bowl, excusez-moi. Texas A&M s'est imposé 41-27 face à North Carolina, un match où il y a eu pas mal de rebondissements. On a cru jusqu'à un moment que North Carolina pouvait remporter ce match, puis finalement les Aggies ont été assez forts. On se retrouve avec un Kellen Mond qui a lancé pour 232 yards, pas de touchdown, pas d'inter, mais qui a couru pour un touchdown. Un très très bon duo de receveurs, on en parlait souvent d'Isaiah Spiller, mais qui a couru pour 2 touchdowns. Et on a eu aussi Devon Achane qui a pour 12 portées couru pour 146 yards et 2 touchdowns notamment, de très beaux touchdowns. Enfin, son premier touchdown est magnifique. Et puis, pareil, à la réception, on a Enya Smith. Je me rappelle, j'avais parlé de lui en début de saison, je crois. 6 réceptions, 125 yards, donc un bon match. De l'autre côté, du côté de North Carolina, Sam Howell, le quarterback star des Tar Heels, a lancé 3 touchdowns, une interception, 234 yards. Voilà, on n'a pas eu un jeu à la course fantastique comme d'habitude parce qu'il manquait Michael Carter et Javonte Williams.
qui se présentent à la draft et qui ne jouaient pas ce match. En revanche, au niveau du receiving corps, on a eu Josh Downs avec 4 réceptions pour 91 yards et 2 touchdowns, dont un très très beau touchdown, je crois que c'est 75 yards, je sais plus, un truc comme ça, c'était énorme. Ou non, moins peut-être, je dis des bêtises. Et Daz Newsome avec 6 réceptions, 68 yards, un touchdown. Daz Newsome aussi, un nom qui vous reviendra à la draft. Oui, il attrape le ballon en high 21, pareil, il relâche le ballon et il le récupère. Ouais, exact. Ouais, il attrape en 2 temps. Et juste au niveau de la défense, je voulais aussi mettre en lumière Tony Grimes, le cornerback numéro 1 du pays, 5 étoiles, freshman, du côté de North Carolina, qui a été auteur d'un très bon match avec 2 passes deflection, 1 sack et tackle for loss et 3 tacles au total. Vraiment que j'ai trouvé assez bon sur ce match. Vous, Mais les si je amis, dis pas de qu'est-ce que... bêtises, Elio, Ouais. si je dis pas de bêtises, lui, il devrait encore être au lycée, je crois. Oui, c'est il ça, n'avait pas c'est ça. graduate un an en avance Ouais, Et, c'est ça, à cause du Covid, ouais, exact. pour arriver à la fac et avoir une année gratuite, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc, le Qu'est-ce que 17 vous avez ans. pensé de ce match? Vous êtes surpris de voir Texas A&M s'être imposé? Bah, Alors, ce qu'il faut et savoir, c'est que c'était serré jusqu'à la fin. nous, on a regardé le match jusqu'au petit matin. À un moment, C'est ça, au bébé. troisième quart-temps, je suis parti, c'est ça, je suis parti me doucher pour vous raconter un peu ma vie. Je suis revenu et Texas A&M avait marqué 2 TD au quatrième quart-temps. Je me dis merde, attends, putain, il se passe quoi? Donc je reprends vite les stats sur ESPN et je vois Kellen Mond, pas de touchdown, machin. Je dis mais attends, mais ils sont sûrs du score là? Et je regarde le match et Texas A&M marque 24 points dans le dernier quart-temps. Et je lui dis, bah, attends, non, mais je sais pas, j'ai oublié quelque chose. ESPN, ils ont pas mis à jour les stats. Si. Tu prends les stats d'ESPN de Texas A&M, tu te dis, ils ont pas gagné le match. Tu regardes le score, tu vois qu'il y a 41 points. Tu te dis, mais attends, ils ont sorti d'où? Et ça a été un peu comme toute cette saison, pas un jeu incroyable, mais efficace. Et surtout, un dernier carton de UNC catastrophique. C'est limite faute professionnelle. Après, je sais pas, toi, si t'es allé jusqu'au bout, Elio. Si, ouais, bah, j'ai terminé le match, j'ai fait le live tweet, j'ai repris le live tweet que Robin faisait pour finir ce match. Et ouais, bah, en fait, c'est les derniers. North Carolina qui passe pas des 4e et 2, je crois, un truc comme ça à la fin du match, ce qui leur aurait permis. Enfin, à un moment, ils sont à un touchdown de l'égalisation, puis ils font n'importe quoi, et puis derrière, t'as Texas A&M qui capitalise. C'est très mal terminé, encore une fois, comme je te l'ai dit juste avant que tu prennes la parole. Ouais, c'est vrai que North Carolina, jusqu'à la fin, on a cru qu'ils pouvaient passer devant, puis dans les 5 dernières minutes, tout s'est écroulé, quoi. Donc voilà. C'est ça, et surtout la défense de Texas A&M qui a été forte, notamment Ouais, leur linebacker, ouais. là, comment il s'appelle, Bobby Johnson, je crois. Ouais. Ils ont vraiment, c'est eux, à mon avis, qui sont plus allés chercher les matchs que l'attaque de Tamu, même s'il faut pas enlever la forte impression qu'ont fait les running backs, enfin surtout le running back Hatchain, il s'appelle. Mais enfin, c'est plutôt vraiment la défense qui a fait mal à UNC et qui les a tenus à 27 points, alors que UNC est quand même une grosse attaque. Donc bon, on va mettre plutôt le crédit sur la défense. Hein. Après, si je dis pas de bêtises, c'est notre pote de Football in France là qui en parlait pour faire un scouting report de Kellen Mond pour essayer de deviner s'il y va, ce qu'il donnera en NFL. Faut y aller les gars, parce que moi, pour le voir depuis quelques années avec la SEC, ouais, il est copain, je sais pas. Genre, j'ai vu que s'il nous écoute, j'ai vu que vous aviez un message. J'ai commencé à répondre et je me suis arrêté en disant, mais frère, je sais pas, je sais juste pas. Il est efficace, mais il est pas flashy. Il est ce que les Américains ils appellent steady. On dirait... C'est peu d'erreurs, mais il va pas non plus faire des exploits. On dirait un Ian Book, mais qui s'est lancé. Ouais, c'est un mec. Nique ton grand-père. C'est un mec qui ne te fait pas perdre de match, mais il t'en fait pas. C'est un mec qui ne fait pas perdre de match. C'est un mec qui te fait pas perdre de match, mais il t'en fait gagner peu, j'ai l'impression. Mais dans un autre sens, d'un autre côté, tu vois que dans certains gros matchs, bah, il est présent et qu'il fait et du bien et plaisir et tout ce que vous voulez, tu vois.
Donc c'est une D'ailleurs, galère, je trouve. À la fin du match, tu as les joueurs qui courent après Jimbo Fisher, le coach de Texas A&M, pour lui renverser Très belle pointe de vitesse. saut de Très belle pointe de Gatorade. vitesse. Ouais, il a mis une grande vitesse, ils n'ont pas réussi. T'as le saut qui s'éclate par terre avant. Mais d'ailleurs, il avait l'air Jimbo Fisher, franchement, j'ai bien aimé les dernières images qu'on a eues de lui sur ce match, parce qu'il va après, il va directement voir ses joueurs, il les félicite, il va voir McBrown en face, qui félicite aussi chaleureusement. Et puis ensuite, il a une très longue discussion dans l'oreille avec Kellen Mond, et je pense qu'il lui dit sincèrement tout ce qu'il pense de lui, qu'il est très fier de lui. Et bonne chance pour la saison prochaine en NFL si Monde arrive à faire un roster. Mais c'était vraiment bien de voir, parce qu'on voit pas souvent ça, on voit pas tout le temps ça. Ouais. Et tu vas nous dire que tu as pleuré en voyant cette image à 8h du matin. Mais tu voyais que le mec était quand même proche de ses joueurs, et c'est vrai que c'est un aspect qu'on voit pas Ça peut tout nous le faire temps. pleurer de joie, alors que quand on voit Yann Book, on pleure de tristesse. Voilà, c'est ça, en plus. Oh là là, les problèmes. Les miss, c'est des interceptions qui pleuvent. Nous, on a gagné un bowl. Des interceptions qui pleuvent, mais Lane Kiffin C'est quand la dernière pas de fois souci. vous avez gagné un bowl parce que les règles NCAA ont changé cette année. Voilà. Alors, par contre, juste, numéro parle pas au niveau des balls. Parle pas au niveau des balls, parce que si on ressort. Moi, je suis avec toi, frère, là. Mais si on ressort l'historique de Notre-Dame sur les New Year's Six Bowl ou les matchs de playoff, frère, ça fait 20 ans que vous n'avez pas gagné. Donc, Parce qu'à chaque fois, on se tape les résultats de l'ACC cette année, il y a 0 victoire en bowl. De chaque année. La seule en ACC, il y a 0 victoire de bowl et de playoff cette année. Vous êtes claqués au sol, rincés, personne ne veut de vous. Mais tu vois, de toute façon, l'année prochaine, ça va revenir dans l'ordre. Vous n'allez plus voir de bowl pendant 10 ans. Si tu le dis. C'est ce qui va se passer. Ouais, t'inquiète. Bon, allez, terminons. Enchaînons. Sans transition. En tout cas, victoire. Non, c'est le bazar ce podcast, on sait plus quoi faire à la fin. Victoire des Aggies de Texas A&M 41-27 face aux Tar Heels de North Carolina. Voilà, ça sera tout pour le week-end du Nouvel An des Bowls. On se retrouve, c'est le 12, je crois, pour le match qui oppose Ohio State à nos amis d'Alabama, donc la grande finale. Et voilà, ça sera du côté de Miami, au Hard Rock Stadium, là où il y a le Super Bowl, le dernier Super Bowl. Et voilà, rien à dire, 2h du matin. On fera une belle preview. 2h du matin, ouais, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12. Voilà. On fera bien entendu la preview. Et donc, en tout cas, encore une nouvelle fois, n'hésitez pas à bien vous abonner à notre Instagram. Soyez à l'écoute demain, mardi 20h. On a une grosse surprise pour vous. Et on vous fait des gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. You got you pump it up. Voilà, merci Guigui. Salut à tous. Pump it up.